Maintenant, je vais vous poser une question sur l'objectivité de l'historien, du regard de l'historien. Cher Darton, dans votre dernier livre sur la censure, vous menez une réflexion très intéressante sur la façon dont les limites éthiques du chercheur qui sont attachées parfois à sa conception du monde ou à celle de son époque, peuvent troubler son regard scientifique sur son objet d'étude. Dans le cas de la liberté d'expression, par exemple, la censure et son contraire, la liberté d'expression. Comment croyez-vous que nous pouvons percevoir cette question dans une époque déjà si troublée telle qu'est la nôtre? Quel est le rôle de l'historien aujourd'hui, dans nos jours? Bon, je n'ose pas trop bien définir le rôle de l'historien comme si j'étais, je ne sais pas, le pape de l'histoire. Ce n'est pas le cas, mais je pourrais, si vous voulez, m'adresser à ce problème central, à savoir la nécessité et l'impossibilité de l'objectivité. Dans le livre sur la censure et le travail des censeurs, j'ai utilisé une approche que j'appelle anthropologique. L'idée était d'entrer dans le système de penser le monde des censeurs, de leur façon d'agir au niveau quotidien, comme si j'étais un anthropologue qui faisait des enquêtes chez des gens dans d'autres civilisations. Et je dois avouer que d'abord, j'étais fasciné par leur travail et je ne dis pas que j'ai conçu une sympathie pour le travail du censeur, mais j'ai tâché de me mettre à sa place. Et dans le cas des censeurs communistes dont je vous ai parlé, de penser la littérature comme un sujet de planification. Cela m'a paru fascinante et j'ai tâché de suivre le raisonnement jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, le bout, ça m'amène au goulag et à la police secrète et même à l'assassinat. Vous savez, George Bernard Shaw disait que la forme extrême de la censure, c'est l'assassinat, tuer l'écrivain. Et il y a eu beaucoup d'écrivains tués dans l'histoire. Donc, je me suis heurté contre ma propre, comment dirais-je, mes propres valeurs qui sont pour la liberté de l'auteur et pour la liberté civile, etc., en faisant face à ces censeurs communistes. Vous savez, les anthropologues, souvent, même au Brésil, mais au Moyen-Orient, se trouvent dans un débat avec les indigènes et ils se heurtent à des valeurs qui leur choquent. Ils essaient d'être objectifs, mais quand il s'agit, par exemple, de la circoncision des femmes, ils sont horrifiés et ils ne peuvent pas prétendre à une objectivité parfaite. C'était mon cas aussi. Alors, que faire? Je pense qu'il faut être conscient de ses propres valeurs et les avouer en écrivant, de ne pas prétendre que le travail de l'historien est d'une objectivité pure et qu'il n'entre pas personnellement dans le monde qu'il étudie. Non, nous arrivons comme des anthropologues avec nos propres valeurs et il est très possible que cela donnerait une distorsion dans le résultat. Mieux vaut donc avouer nos valeurs sans faire une profession de foi pompeuse,
mais être franc avec le lecteur pour lui indiquer d'où nous venons en tâchant d'explorer le passé. Pour poursuivre, est-ce qu'il y a des manières de neutraliser cette distorsion? Je crois qu'on pourrait commencer avec des auteurs du XVIe siècle, Montaigne ou Jean de Léry, lorsque, parlant du Brésil, Jean de Léry y a passé du temps, Montaigne, il y avait des informateurs qui lui avaient rapporté, y compris des objets des Indiens Tupis. La question qu'a posée Robert Danton se trouve posée par les deux. C'est-à-dire, d'un côté, face à des pratiques rituelles et guerrières du cannibalisme, quel discours peut-il être tenu? Et dans les deux cas, non pas pour approuver en aucune manière cette pratique du cannibalisme, mais la description des rituels Tupinamba qui l'impliquaient permet un retour sur le monde qui est le leur. Et à partir de ce moment-là, c'est de jugement des propres pratiques du monde européen, et en particulier avec les cruautés des guerres de religion, qui se trouvent mises en avant par une sorte d'effet rétroactif de la description pré-ethnologique, pré-anthropologique que l'on trouve à la fois dans la relation de voyage de Léry ou dans le fameux essai Des cannibales de Montaigne, l'essai 30 du premier livre. Et cette façon de faire retour sur soi à partir de l'étrangeté de l'autre est une des manières de neutralisation. Une autre, on l'a vu récemment, le développement de ce qui a été réclamé comme une histoire à part égale, c'est-à-dire le fait de pouvoir le plus possible réintroduire dans une histoire qui, presque par définition, est européocentrée, utilise des catégories, des logiques, des concepts qui sont celles des Européens, de faire la place aux autres logiques, c'est-à-dire celle des cultures rencontrées par les Européens. Un exemple récent est un très beau livre d'un jeune collègue, Romain Bertrand, qui porte sur les Hollandais à Java. Et il est un des tenants défenseurs de cette idée de l'histoire à part égale, puisque, par exemple, pour dire les choses simplement, l'arrivée des Hollandais à Java dans l'historiographie hollandaise du temps est considérée comme un événement considérable, alors que les chroniques de javanaises n'y font pratiquement pas allusion. C'est-à-dire d'essayer de réintroduire dans une narration qui, par définition, est écrite dans une langue occidentale, à partir d'archives occidentales pour l'essentiel, surtout lorsque la culture rencontrée est une culture sans écrit ou sans archives, quelque chose de cet autre point de vue qui pourrait être une forme de neutralisation. Et pour conclure, pour moi, la dimension morale ou éthique que suggère Guillaumard dans sa question, et en particulier en relation avec le monde tel qu'il est, peut-être on peut dire entre parenthèses que nous avons la conscience d'un moment troublé, complexe, contradictoire, violent, mais beaucoup d'historiens qui nous ont précédés ont écrit dans des mondes en ruine. Après la Première Guerre mondiale, 1914-1918, la leçon inaugurale de Lucien Febvre au Collège de France porte sur ce thème, le monde en ruine. Et après la Seconde Guerre mondiale, une sorte de répétition de cette même réflexion. Qu'est-ce que l'histoire peut apporter dans un monde qui est un monde de décombres ? Alors, nous ne sommes pas dans un monde de décombres ou de ruines, nous sommes dans un monde d'extrême tension, de très forte incompréhension, de nouveaux périls ou menaces. Mais bon, nous pouvons situer cela à l'intérieur de cette réflexion de la contribution des historiens dans des moments qui, presque de manière récurrente, rares sont les périodes paisibles, ont confronté cette difficulté.
Et pour moi, l'essentiel, finalement, elle n'est pas nécessairement dans le sujet que l'on traite ou que l'on donne à lire aux lecteurs, mais elle est dans le respect d'une sorte d'éthique scientifique ou professionnelle, c'est-à-dire d'être au plus près des exigences du travail d'historien, dans le travail sur les sources, dans les modèles d'interprétation, dans les techniques ou tactiques de preuve, de façon à ce que, même s'il s'agit d'un récit historique sur une période ou sur un lieu ou sur un temps éloigné du lecteur d'aujourd'hui, ce qui lui est donné, c'est non seulement cette connaissance du passé, mais c'est aussi une forme de compréhension critique, d'instrument de compréhension qui peut être appliqué en dehors ou au-delà du thème historique particulier qui a été traité, comme un des instruments que les citoyens peuvent développer pour mieux comprendre les mécanismes qui régissent leur société. Et donc je pense que la relation, là, elle existe entre un travail scientifique rigoureux qui respecte des normes et des règles et qui se différencie d'autres formes de présence du passé dans nos sociétés, qui sont tout à fait respectables et qui parfois sont plus puissantes que les travaux des historiens. La forme cinématographique, la forme littéraire, les multiples modalités de la mémoire, mais qui doivent être, à mon sens, soigneusement distinguées d'un travail de critique historique qui a ses propres règles, ses propres exigences et qui apporte un savoir, un type de connaissance différent et qui non seulement peut donc du coup apporter une présence du passé qui vient en dialogue ou en critique ou en opposition avec d'autres formes de présence du passé, mais aussi qui peut porter, par la méthode suivie, par la démarche qui a été respectée, qui peut apporter des instruments de connaissance critique et que le lecteur peut s'approprier ou doit s'approprier, non pas pour refaire l'analyse historique de l'historien, mais pour comprendre sa propre société, les mécanismes de domination, de contrainte et les possibilités de les subvertir ou au moins de les limiter. Et c'est là, je crois, qu'il y a une dimension civique, sinon éthique, mais qui se lie directement avec la définition scientifique du travail d'historien. Bon, on passe à notre 5e question. Quelles ont été les mutations les plus importantes de la culture écrite dans le monde occidental, à votre avis? La naissance du codex, l'invention de la presse, les mutations des pratiques de lecture, l'alphabétisation universelle. Bon, il y avait beaucoup de mutations, c'est sûr, et il s'agit de mesurer le poids de la continuité contre le poids de la rupture. Et dans tous les travaux de l'École des Annales, d'où vient Roger Chartier, et même moi, dans une certaine mesure, il y a toujours un discours qui concerne à la fois continuité et rupture. Mais si je regarde toute la longue durée de la communication, je pourrais vous citer quelques tournants. Nous savons que l'écriture a été inventée à peu près 4000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. 1000 ans avant notre ère commune, il y avait l'invention de l'écriture alphabétique. Donc 3000 ans après, vers le 1er siècle de notre ère, le codex a remplacé le volumen, c'est-à-dire qu'il existait des livres dont on pouvait tourner les pages et percevoir la page comme ensemble de sens.
au lieu du rouleau qui demande une autre lecture. C'était un tournant très important, je suis d'accord. Et puis, évidemment, 1455-56, le premier livre imprimé en Occident, Gutenberg, c'était aussi très important, sans sous-estimer d'autres inventions, la diffusion du papier un siècle avant, 2 siècles avant, et on arrive à l'époque actuelle. Ce qui est frappant, c'est que pendant notre vie, peut-être pas la vôtre puisque vous êtes jeune, mais c'était 1974 l'invention d'Internet. C'est presque demain. Et c'est 1991 l'invention de la toile. C'était vraiment hier. Et puis ça, la vitesse accélère toujours. Il y avait dans les années 1990 les moteurs de recherche. Il y avait classement par pertinence. Il y avait les médias sociaux. Tout cela s'est développé très, très récemment. Donc, au plan technologique, je citerai ces grands changements, mais je citerai aussi la vitesse accumulée que nous éprouvons actuellement. Ça, ce n'est pas uniquement une révolution technologique, mais aussi un sentiment de vivre des changements qui entrent dans notre vie quotidienne et dans les pratiques qui sont très dispersées dans le monde entier. C'est donc quel était le tournant le plus important, on peut en parler, mais je pense qu'il est important de souligner l'importance de cette vitesse dans la base technologique de la communication. Oui, je crois que les 3 types de mutations qui ont été évoquées relèvent d'ordres différents. L'invention du codex est une mutation morphologique, c'est-à-dire qui a à voir avec la matérialité, la forme du support de l'écrit. On passe du rouleau de l'Antiquité, qui suppose que les 2 mains soient mobilisées pour que le rouleau soit déroulé et enroulé, ce qui fait qu'on ne peut pas écrire en lisant, que l'on ne peut pas indexer un livre qui n'a pas de page. Donc, des possibilités intellectuelles tout à fait différentes lorsque l'on a une nouvelle matérialité du livre sous la forme du codex, c'est-à-dire les 2e, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, où s'invente un livre qui ressemble beaucoup à celui-ci, c'est-à-dire des cahiers, des feuillets, des pages, une reliure. Morphologie. La révolution de la mutation de Gutenberg, c'est la mutation technique. À la copie manuscrite est substituée une nouvelle forme de reproduction des textes, l'édition typographique. Et les mutations des pratiques de lecture silencieuse devenue possible par rapport à une lecture nécessairement oralisée, thème débattu de la révolution de la lecture au XVIIIe siècle, même si on n'accepte pas le terme, néanmoins il y a de profondes transformations de la circulation, de la distribution des textes. Là, on est dans l'ordre du culturel. Donc, morphologie, technique, culture. Ce qui fait la force et peut-être aussi la complexité du présent, c'est que, comme le vient de le rappeler Robert Danton, ces transformations se sont étalées dans des durées très longues. Codex des premiers siècles de l'ère chrétienne, Gutenberg le milieu du XVe siècle, et les révolutions de la lecture à l'intérieur de plages de temps qui étaient celles ou du codex ou de l'imprimé. La mutation numérique dont il a marqué la brutalité, la rapidité, finalement l'aspect très récent, est caractérisée par la simultanéité de ces 3 transformations. C'est une mutation morphologique puisqu'il y a un nouveau support donné au texte, l'écran quel qu'il soit, de quelque appareil que ce soit,
mais l'écran substitué à la page ou à la colonne, et avec cette différence morphologique profonde, c'est le fait qu'il n'y a plus un lien entre un texte donné et un objet particulier. Ici, j'ai le livre en français de Robert Danton. Ce livre est à la fois un objet matériel différent des feuilles que nous avons ici ou d'un journal, et en même temps, il est indissociablement lié à un texte particulier qui est les chapitres de ce livre qui a pour titre Apologie du livre. La transformation radicale que représente le support électronique, c'est qu'il n'y a plus ce lien. L'écran peut accueillir tous les textes que le lecteur désire y produire ou y recevoir, et donc du coup, il n'y a plus ce lien qui existait si fortement entre la matérialité et le texte, entre le discours et l'objet, ce qui était la définition même du livre dans sa forme manuscrite ou imprimée. Un livre, c'est à la fois un objet différent d'autres objets de la culture écrite, et c'est une œuvre. Ceci, c'est le livre de Robert Danton. Et cette dissociation, qui est à la fois donc morphologique avec le nouveau support de l'écrit, et technique, puisqu'elle est rendue possible par la communication électronique, traduit, à mon avis, une simultanéité qui n'a jamais existé auparavant et qui s'accompagne de profondes transformations des pratiques de lecture avec cette dominante d'une lecture fragmentée, segmentée, hypertextuelle. On a donc une rencontre dans une durée très brève et dans une simultanéité temporelle de mutations qui appartenaient à des durées différentes lorsque la morphologie, la technique et les transformations culturelles ont pu être séparées par des siècles. Et c'est ce qui fait, je crois, les interrogations multiples, indécises sur le présent. Alors, de là, cette idée que finalement, ce qui est mis en question par le monde numérique, c'est ce qui a été l'héritage de ces mutations de très longue durée, puisque finalement, l'ordre des discours dans lequel s'est inscrit le numérique et peut-être contre lequel se développe le numérique était un ordre dans lequel certains types d'objets, un journal, une revue, un livre, une fiche, un texte manuscrit, correspondaient à certains types de discours et donc du coup à un certain type d'attente pour les lecteurs de ce qu'ils pourraient recevoir de ce discours dans la forme dans laquelle il était donné. Cette association entre des objets matériels différenciés, une différenciation des discours de savoir, discours de fiction, et ce qui étaient les attentes ou les pratiques des lecteurs, se trouve profondément bouleversée lorsque l'on est face au monde numérique dans lequel il y a comme une continuité textuelle et non plus une pluralité d'objets, dans lesquels tous les discours, quels qu'ils soient, peuvent être reçus ou produits dans des formes qui sont des formes plus ou moins identiques, et où les relations avec ces discours portés par ces objets que sont les différents écrans des ordinateurs peuvent être, elles aussi, profondément transformées. Et pour moi, un des points essentiels, c'est la relation entre le fragment et la totalité. Dans les cultures écrites antérieures à la culture écrite digitale ou électronique, il y a une relation forte entre le fragment et la totalité. Personne n'est obligé de lire toutes les pages d'un livre, sauf s'il s'agit d'un livre de Robert Danton. Mais pour les autres, on peut n'en lire que quelques passages. Mais néanmoins, la forme matérielle impose de la perception de la totalité de l'œuvre et du lieu où l'extrait est situé. Alors on peut le sortir du livre, le redistribuer dans des anthologies d'extraits, mais néanmoins la matérialité du livre impose une perception tactile, visuelle, de la totalité dans laquelle le fragment est situé.
Et c'est pour ça qu'on parle d'un fragment. Dans le monde numérique ou électronique, le fragment acquiert une sorte d'identité autonome, ce qui fait qu'à la limite, le mot ne conviendrait plus, dans la mesure où rapporter le fragment à la totalité dans laquelle il participe n'est peut-être ni nécessaire ni aisément possible. Personne n'a besoin de savoir quelle est la totalité que constitue une base de données pour utiliser des données de cette base. Personne n'est obligé de connaître ce qui a été publié en même temps dans un numéro de journal ou de revue lorsque, électroniquement, il en extrait un article. Et personne ne peut aisément ou ne veut volontairement associer le fragment qui est lu face à l'écran avec la totalité dans laquelle il participe. Et de là, je crois, un enjeu fondamental, parce que ou bien on peut considérer que c'est une perte et que, appliqué aux textes qui ont été conçus comme des totalités, cette décontextualisation du fragment peut être une forme de trahison, ou bien on pourrait considérer qu'une nouvelle culture écrite s'inventerait, qui ne mettrait plus en avant l'idée de totalité, d'identité des œuvres, mais d'unité textuelle qui pourrait avoir une existence autonome, librement composée, recomposée, décomposée par les lecteurs. Et c'est là peut-être un enjeu qu'on trouvera à la fin de notre conversation, c'est-à-dire, est-ce que le monde dont nous parlons, ce monde numérique, doit être compris comme une nouvelle forme donnée à des catégories ou des pratiques qui lui préexistent, ou bien est-ce que les possibilités ou les obligations de cette nouvelle technique devraient conduire à une profonde mutation de la culture écrite et faire déstabiliser toutes les notions et toutes les pratiques auxquelles nous sommes habitués. Je crois que c'est là un enjeu tout à fait essentiel et où la question de génération, c'est-à-dire soit de lecteurs qui sont venus au monde numérique à partir de leur expérience de la culture manuscrite ou imprimée et des générations plus jeunes, même peut-être plus jeunes encore que la plupart de ceux qui sont ici, arrivent éventuellement au monde imprimé et à la culture manuscrite, à partir d'une fréquentation, d'une familiarité de tous les moments de l'existence quotidienne, face à des écrans démultipliés dans tous les supports que l'on peut imaginer. Il y a là, évidemment, par rapport à la question que je pose, une différence tout à fait fondamentale et qui mériterait sans doute des enquêtes sociologiques et ethnologiques plus poussées et plus précises que celles dont nous pouvons disposer aujourd'hui. D'accord. Merci. Je me controle. Eu me controlo para não polemizar com eles, não continuar também. Imagino que vocês também ficam com vontade, né, de falar, mas o tempo é pouco. Eu vou fazer mais uma questão e depois mais uma que vai ser a última, está bem? Só para vocês saberem. Nos faltam 2 questões. Bon, est la connaissance historique utile pour comprendre plus précisément les transformations de notre présent? Faut-il souligner les continuités fondamentales ou les ruptures radicales? Pourrait-on dire que les concepts d'auteur, de littérature, des droits d'auteur et des propriétés intellectuelles, de la façon dont ils ont été conçus au XVIIIe siècle, demeurent toujours pertinents à notre époque? Je vais peut-être lancer quelques remarques autour de la notion de droit d'auteur. Mais pour être un peu provocateur et aussi me remettre dans le XVIIIe siècle, je dirais que
le début du copyright en Angleterre, 1710, le début du copyright aux États-Unis, 1790, c'était des moments importants qui ont défini en quelque sorte la notion de propriété intellectuelle, ça c'est évident. Mais si vous lisez les textes de ces actes de copyright, on y insiste beaucoup sur l'importance de la diffusion du savoir. C'est donc le bien public qui était au cœur de la notion de l'intérêt de l'individu qui reçoit le copyright. Et maintenant, je deviens provocateur peut-être, je pense qu'après cela, il n'y avait qu'un déclin, que la notion de copyright telle qu'elle a été définie aux États-Unis, 1790, était excellente puisqu'il y avait une balance entre l'intérêt du public et l'intérêt de l'auteur. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. 1790, le copyright, le droit d'auteur, existait pendant 14 ans, renouvelable une fois. Somme en tout 28 ans maximum. Quelle est la durée du copyright aujourd'hui? La vie de l'auteur, plus 70 ans. Ça veut dire que la plupart des écrits du XXe siècle sont exclus du domaine public. C'est une perte pour les citoyens. Et je trouve que certains lobbies ont tellement influencé sur la notion moderne du copyright, c'est-à-dire une propriété intellectuelle qui va pendant plus d'un siècle. C'est néfaste pour les lecteurs, pour le progrès des connaissances, et que au XVIIIe siècle, on était dans une bien meilleure situation, malgré le fait que la plupart des gens ne savaient pas lire. D'abord, un petit commentaire. J'étais navrée de découvrir dans votre livre que c'était Mickey Mouse qui a été le début de copyright. Oui. Donc, il y avait la législation dite Mickey Mouse en 1998 parce que le patente, le copyright sur Mickey Mouse allait terminer. Alors, Walt Disney, l'industrie Disney, est intervenue à Washington pour changer les règles du jeu. Et l'avocat qui défendait les intérêts de Disney disait, on lui posait la question, est-ce que vous êtes pour le copyright éternel? Il a dit, bien non, pas du tout, je suis pour l'éternité moins un jour. Je crois qu'on ne peut pas séparer de discussion qui établit la propriété de l'auteur sur son œuvre des conditions qui permettent au XVIIIe siècle d'affirmer qu'existe une propriété littéraire. D'un côté, le fait que cette propriété existe parce que l'œuvre est originale. Et donc, elle est comme un prolongement de l'auteur. Deuxième condition, le fait que cette œuvre soit attribuable à un auteur singulier. Et l'on voit que ce moment historique dans lequel l'individualisation de l'écriture, donc l'auteur, le concept d'originalité de l'œuvre et du coup la propriété littéraire est ce qui donne naissance ou ce qui permet d'affirmer, c'est le titre de la série, Literatura che stanno do nosso tempo, le concept même de littérature, puisque le concept moderne de littérature, il implique ces trois éléments, un auteur singulier, une œuvre originale et une propriété littéraire.
Et je crois que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a là une mutation, dans la mesure où, 16e, 17e siècle, on pourrait penser que les fictions, les fables, s'écrivent de manière tout à fait différente. D'une part parce qu'il y a une grande pratique des œuvres en collaboration, c'est le cas du théâtre anglais, c'est le cas du roman français du XVIIe siècle. D'autre part parce qu'il n'y a pas de concept d'originalité, il y a un concept d'invention à l'intérieur de l'imitation. On est dans un temps où les histoires appartiennent à tout le monde, où on peut recycler et réutiliser les lieux communs, les formules déjà en usage, et où la propriété sur les textes est la propriété des libraires ou des imprimeurs éditeurs, quels que soient les moyens par lesquels ils se sont appropriés le texte. On voit donc que l'invention du XVIIIe siècle s'oppose terme à terme avec un régime de production des textes de fiction qui était complètement différent. Ce qui fait qu'évidemment, on peut parler de littérature d'une manière transhistorique, mais le mot, dans toutes les langues, au XVIe ou XVIIe siècle, ne désigne pas du tout ce que nous entendons par littérature. Si vous ouvrez un dictionnaire français de la fin du XVIIe siècle, littérature, érudition, philologie, numismatique, et l'attribution du mot pour la fiction, les belles lettres, accompagnées par propriété, singularité et originalité, est une invention qui peut-être, comme on a évoqué certaines mutations, être considérée comme une mutation tout à fait puissante. Et de là, qu'en est-il dans le monde numérique? Puisque là, on est face à une tension très forte. D'un côté, l'édition numérique suppose que soient respectées ces catégories de propriété littéraire, d'originalité des œuvres et d'attribution à un auteur. Et la condition de possibilité de l'édition numérique est d'introduire non sans difficulté les dispositifs techniques ou les catégories intellectuelles qui font subsister dans ce nouveau monde de publication les catégories héritées du XVIIIe siècle. Mais face à cela, et peut-être chez les digital natives, il y a une autre perspective qui est celle qui met à profit les nouvelles capacités de cette technique, c'est-à-dire des textes qui sont ouverts, qui sont malléables, qui sont mobiles, dans lesquels le lecteur peut devenir à son tour auteur, ce qui supprime à la fois l'idée de la définition, de la délimitation de l'œuvre une fois pour toutes, et ce qui efface l'idée d'une attribution individuelle dans ce processus collectif et anonyme de la création perpétuée. Conséquence, impossibilité d'établir une propriété sur des champs qui changeraient constamment de forme et qui seraient indivis, appartenant à successivement une série de propriétaires. Et de là, les revendications de la gratuité contre le copyright et la défense d'une idée de la mobilité et de la malléabilité des œuvres, qui sont à la fois polyphoniques parce qu'il y a plusieurs voix qui s'y enchaînent et qui sont palimpsestes parce qu'on réécrit sur ce qui a déjà été écrit et qui sont terme à terme en opposition avec les catégories de propriété, d'originalité, d'auteur et d'œuvre. Et je crois qu'il y a là une tension dont on trouve les traductions peut-être moins conceptualisées que ce que je dis en ce moment, mais dont on trouve les traductions dans les constants débats ou conflits ou procès à propos de la propriété littéraire, ou dans la revendication d'un accès gratuit aux œuvres de la culture qui met à mal l'idée même de la propriété et de ses conséquences économiques. Ou encore, cette recherche évidemment très minoritaire à l'heure actuelle dans le monde électronique de formes
de production d'œuvres qui, parce qu'elles seraient multimédia, parce qu'elles sont malléables et ouvertes, parce qu'elles sont constamment mobiles, ont des caractéristiques irréductibles à toutes les définitions qui ont été établies à partir du XVIIIe siècle. Comme si finalement le modèle du XVIIIe siècle, avec les caractéristiques qui ont été rappelées, était un moment historique. Alors, dans le passé, certainement, puisque les modes de production textuelle au XVIe, XVIIe siècle sont tout à fait différents. Dans le moment contemporain, avec une interrogation, c'est-à-dire de nouveau cette question d'indécision sur le diagnostic apporté sur le monde électronique. Un diagnostic qui est sûrement aujourd'hui lié au fait que nous avons une coexistence. Nous écrivons encore à la main, enfin pas tous, puisque certains États américains ont supprimé l'apprentissage de l'écriture manuscrite, et on écrit directement avec le clavier d'un ordinateur, quel qu'il soit. Nous lisons encore, et nous l'avons vu, en très grande quantité des livres imprimés, et tout le monde de manière inégale. Il ne faut pas sombrer non plus dans une illusion d'une universalité déjà acquise de l'accès au monde électronique. Selon les mondes sociaux, selon les parties du monde, cet accès est extrêmement inégal. Donc, les trois cultures écrites coexistent de façon différente selon les temps, les lieux et les milieux, mais elles coexistent. Mais cela ne doit pas oblitérer le fait que la culture numérique, la culture électronique ou digitale présente des caractéristiques radicalement, possiblement radicalement différentes des cultures écrites préalables, c'est-à-dire manuscrites et imprimées. Le temps de la coexistence pourra durer peut-être toute l'éternité moins un jour, mais il pourrait très bien aussi durer beaucoup moins. Cela dépend fondamentalement des pratiques disséminées, multiples, que chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, les lecteurs écrivants font avec les différents supports de l'écriture. Et rien n'indique que d'un côté, il ne pourrait pas y avoir un nouveau monde textuel dans lequel les concepts dont nous parlons n'auraient plus de sens, et particulièrement celui de fragment, puisque le fragment suppose qu'il est le fragment de quelque chose. Si ce sont des unités séparées et autonomes, ce ne sont plus des fragments. Et à partir de ce moment-là, c'est la catégorie d'œuvre elle-même qui est mise en question. Et d'un autre côté, comme on l'a dit pour commencer, comment contamine le rapport avec le livre défini comme discours l'ensemble des pratiques qui, dans le monde social, obéissent à des lois de lecture et d'écriture, mais qui sont celles qui sont imposées ou qui sont désirées par les supports électroniques. Je crois qu'il y a là une discussion tout à fait fondamentale, même si elle n'est pas dans l'urgence, et même au sens qu'il n'y a pas de mutation brutale qui pourrait substituer cette troisième culture de l'écrit aux deux précédentes, manuscrites et imprimées. En même temps, ce n'est pas une raison pour ne pas imaginer, évoquer, penser qu'il y aurait là une possible substitution dans un temps que personne ne peut définir, mais à titre au moins d'hypothèse, exploitant les ressources propres du monde digital, on ne peut pas l'écarter. C'est prophétique, cette session-là. Bon, et voilà notre dernière question. Oui. D'abord, pour les gens qui ont dû laisser le... je vais vous inviter aussi, le 30, on aura ici le lancement des Débrés, du livre des Débrés, d'accord, le 30 septembre. Donc, c'est juste une remarque que je voulais vous faire. Bon, dernière question. Quelles sont les tâches et les responsabilités des chercheurs,
des bibliothèques, de la politique et des lecteurs dans une telle mutation telle qu'on a discuté jusqu'à ce moment? Dernière question. La bibliothèque pour les bibliothécaires. C'est une grande question. J'en aurai pour plusieurs jours pour répondre, mais ayant été le directeur d'une grande bibliothèque, j'ai assumé la responsabilité de transmettre les richesses de cette bibliothèque à tout le monde. La bibliothèque de Harvard, qui existe depuis 1638, a été réservée à une petite élite d'étudiants et de professeurs. En tant que chef de cette bibliothèque, mon but était d'ouvrir la bibliothèque et la mettre à la portée de tous les citoyens, non seulement des États-Unis, mais au Brésil et partout dans le monde. Ça peut se faire grâce à la numérisation. Nous avons donc créé une nouvelle bibliothèque, ce que nous appelons la Bibliothèque numérique nationale, cela en 2010. Et maintenant, c'est une bibliothèque numérique à la disposition de tout le monde et gratuite. Elle a déjà 11 millions de livres et elle sert le monde entier dans plus de 500 langues. Donc, je prêche pour l'ouverture des bibliothèques et aussi pour le libre accès. Je sais que vous avez ici la référencia, qui est une façon de lier des répertoires numérisés et en créer un réseau national. Nous sommes en train de faire la même chose aux États-Unis. Je crois que malgré la division, ce que nous appelons le digital divide, la séparation de ceux qui ont accès aux ordinateurs et ceux qui ne l'ont pas, c'est très important, mais nous sommes arrivés, du moins dans certains pays d'Occident, nous sommes arrivés à un moment où on peut vraiment partager la richesse culturelle. C'est une responsabilité qu'il faut, à mon avis, assumer. Et ceci dit, il faut aussi lutter contre ce que j'ai appelé la commercialisation, la monopolisation du savoir. Et c'est une véritable menace. La censure est grave, mais la commercialisation aussi. Donc, quelles sont les responsabilités des savants, etc. Roger Chartier vous a déjà parlé de l'importance du devoir professionnel du chercheur, dans son cas, dans le mien, l'historien. Donc, il faut travailler d'une manière scientifique et honnête, sans prétendre exercer une objectivité parfaite. Mais ce travail scientifique a des implications pour les citoyens. Et je constate qu'aux États-Unis, on connaît mal le passé. Nous vivons dans une société du présent et même de l'avenir. Mais il faut, à mon avis, une perspective apportée par les historiens qui permettent aux citoyens de s'orienter dans le temps, de voir que leur monde n'est pas le seul monde unique, le seul monde qui tient, mais au contraire, qu'il y avait plusieurs cultures, plusieurs mondes très différents dans le passé, et on s'enrichit en connaissant ces autres mondes-là. Donc, ça fait partie des responsabilités des historiens, des savants, des bibliothèques, et peut-être que je vais passer la parole à Roger Chartier qui a bien des idées là-dessus. Je voudrais reprendre deux des termes de la question de Guillaume, c'est-à-dire politique et, comme tu viens de le faire, chercheur, laissant peut-être à chacun
les rôles des lecteurs. Alors, politique. Par hasard, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, étant donné ce qu'on a dit pour commencer, j'ai reçu un essai qui a été écrit par José Castillo, qui avait été éditeur à la Editora Unespi, et qui en même temps vient de rédiger un texte qui a pour titre Retratos da leitura no Brasil e as políticas públicas, et qui met en avant l'impact, l'effet que peuvent avoir des politiques publiques dans ce domaine, c'est-à-dire dans la formation des citoyens comme lecteurs et la formation des lecteurs comme citoyens. Et il montre que les politiques qui ont été suivies, qui consistaient à une revitalisation des bibliothèques, à des appuis donnés à l'édition ou à la traduction, à des soutiens à des forums comme celui-ci, ne sont pas sans effet, puisque dans l'enquête statistique qui était menée par le Plan national du livre et de la lecture, il y a une comparaison entre les données pour 2011 et les données pour 2015. Et de cette comparaison, il ressort qu'en 2011, sur l'échantillon de population au Brésil qui était questionné, 50% se présentaient comme lecteurs. En 2015, le chiffre est de 56%. Cela paraît peu d'augmentation de pourcentage, mais ça représente tout de même, dans les dimensions brésiliennes, 18 millions de nouvelles personnes entrées dans la pratique de lecture. Et la même conclusion, modeste mais certaine, peut être suivie lorsque l'on met en avant l'indice qui est la moyenne de nombre de livres lus par un lecteur chaque année. Alors ceci pour dire, et c'était peut-être notre commencement, que les politiques publiques sont fondamentales pour ce double mouvement de formation du lecteur comme citoyen et du citoyen comme lecteur. Et lorsque les politiques publiques, particulièrement en matière de culture et d'éducation, sont mises en péril, c'est un immense danger d'un recul, d'une perte, peut-être même d'une forte injustice qui peut être pensée. Voilà pour la politique. Pour ce qui était de la responsabilité des chercheurs, des professeurs, des spécialistes de sciences humaines ou sociales ou de sciences cognitives, je crois que Robert Danton a dit beaucoup de choses tout à fait essentielles. J'insisterai sur deux. L'une, par rapport à cette perspective de notre éthique professionnelle, il est clair qu'on pourrait inciter à plus de recherche sur les pratiques d'aujourd'hui, et en particulier les pratiques des plus jeunes utilisateurs des objets du monde électronique. Il y a beaucoup de discours, y compris les nôtres, mais il y a des données statistiques ou des données ethnologiques au sens de l'observation de ce que les gens font réellement dans une journée avec les différents supports de la culture écrite sont sûrement insuffisants. Et un journaliste me posait la question de dire, mais peut-être qu'il n'y a pas de traces laissées à ces pratiques, et qu'est-ce qu'on va laisser à un historien du XXIe siècle lorsqu'il voudra étudier le monde français ou brésilien de 2016? Je crois que ce qu'on pourrait leur laisser à ces historiens du futur, c'est justement un plus grand nombre d'analyses rigoureuses, précises, sur les pratiques. Parce que, en mon sens, toute notre discussion avec cette difficulté à dessiner un avenir, elle repose sur le fait qu'on a, et c'est normal peut-être comme intellectuel, chercheur, professeur, étudiant, on a une tendance à surestimer l'impact des discours. Effectivement, ils ont un rôle. Et on voit très bien que les politiques publiques par rapport à la lecture, à l'alphabétisation, elles s'appuient, elles se nourrissent ou elles produisent des discours. Et l'idée, si l'on considère qu'elle est juste, selon laquelle
maintenir une coexistence entre trois cultures écrites, manuscrites, imprimées et digitales, électroniques, serait quelque chose d'utile, de fondamental, parce qu'il y a des complémentarités qui peuvent exister entre les unes et les autres. Elles ne correspondent ni au même type de lecture, ni au même type d'attente. Ceci, c'est à travers les discours qu'on peut en convaincre à la fois les plus jeunes étudiants ou élèves, et qu'on peut en convaincre les responsables des bibliothèques ou les responsables des pouvoirs publics. Donc je ne minimise pas l'impact, l'importance, l'effet, la nécessité des discours. Mais je crois aussi profondément que les plus importantes transformations, elles s'opèrent silencieusement dans la dissémination infinie des actes faits sans y penser, sans accompagnement d'un discours, et qui modifient très profondément les relations, non seulement les relations avec l'écrit, mais aussi les relations entre les individus ou les relations avec les pouvoirs. Et c'est, je pense, là que se situe la clé encore opaque de ce qui pourrait être le futur de ce que nous avons essayé de décrire historiquement ou de manière contemporaine ce soir, avec cette idée qu'une des responsabilités les plus fortes des discours, avec l'espérance qu'ils puissent avoir un effet sur les pratiques, serait de convaincre chacun, depuis le lecteur jusqu'au ministre de la Culture, qu'un des plus grands périls, c'est l'idée d'une équivalence. C'est-à-dire l'idée que, quelle que soit la forme matérielle d'un texte, il est toujours le même. Et c'est cette idée de l'équivalence qui a pu conduire à des situations désastreuses. Lorsque les bibliothèques, d'abord avec les microfilms, ensuite avec les données numériques, ont pu penser qu'existait sous une forme très utile, comme l'a rappelé à l'instant Robert Darnton, puisqu'elle permet la lecture à distance, elle permet la démocratisation, mais en même temps, elle ne doit pas se payer du prix de la destruction, comme on l'a vu pour des journaux, ou de la relégation, ou de la transformation en une sorte de patrimoine de musée des ouvrages dans leurs états successifs. Et c'est sur une fausse idée de l'équivalence qu'a pu être fondée cette mauvaise politique bibliothécaire. C'est sur la même fausse idée de l'équivalence qu'on considère que lire un journal en forme électronique ou le lire en forme imprimée, c'est la même chose, et que donc on peut accepter le fait de la disparition de la forme imprimée. Ou la même chose pour les revues. C'est une très grave erreur, puisque la lecture électronique est fondamentalement une lecture thématique, encyclopédique, qui procède par thème, topique, rubrique, mots-clés, une sorte de hiérarchique d'accès au texte. Alors que la lecture, si vous avez un journal avec vous ce soir ou une revue, est une lecture topographique de voyage, c'est-à-dire de la rencontre avec des articles non cherchés, de la rencontre avec, dans le voyage de l'œil sur la page ou à l'intérieur de la revue ou du journal, la prise de conscience de ce qui faisait l'unité, le projet éditorial de cette revue ou de ce journal. Il y a donc là deux modalités de lecture, deux modalités d'appropriation de l'écrit qui sont différentes. Ni l'une ni l'autre ne peuvent être considérées comme supérieures. Ce qui est important, c'est de considérer qu'elles ne sont pas équivalentes et que du coup, maintenir leur coexistence devient une tâche nécessaire dans laquelle les discours et les politiques publiques peuvent jouer un rôle très fondamental si elles arrivent à s'introduire à l'intérieur de la conscience des pratiques. Et c'est là, je crois, une des responsabilités tout à fait essentielles des scholars, mais dans un sens très large, tous ceux qui ont le temps ou la capacité d'une réflexion sur ce qu'il advient dans le monde contemporain et qui, à la fois conscients de la puissance
anonyme et silencieuse des pratiques, considèrent que leur tâche, par les discours, est d'essayer de faire qu'elles soient les meilleures possibles pour ce qui est un objectif, je crois, que nous partageons tous, c'est-à-dire cette formation des lecteurs comme citoyens et la formation des citoyens qui ne le sont pas encore comme lecteurs. C'est là où le travail intellectuel et l'engagement ou la décision civique peuvent se rencontrer. Bom, chegou ao fim, né, o nosso debate. Palmas para os nossos convidados. Muito obrigada a vocês pela presença. E eu queria mais um minutinho só da atenção de vocês para agradecer de todo o coração a equipe do Sesc Palladium, que nos acolheu hoje, que ajudou a organizar, né, essa sessão, e também a equipe da produtora Entre Ponto de Encontro, muito especialmente, muito calorosamente, a sua diretora, Carolina Mares, né, que foi maravilhosa, né, para organizar esse encontro. E convidar vocês, mais uma vez, fiquem conosco no dia 30 de setembro. A gente vai estar aqui com Jacques Lenhart, com o lançamento, né, do livro do Debré, organizado por ele, né, com também o nosso secretário, Ângelo Osvaldo, vai participar. Então, com muitas imagens, né, das gravuras do Debré e a análise sobre essas gravuras extraordinárias do período colonial. 30 de setembro, aqui no Sesc Palladium. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado.